Il est 14h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez pour l'après-info. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche, une marche blanche a lieu cet après-midi à Niort en mémoire de Leslie et Kevin dont les corps ont été retrouvés il y a 8 jours. Ils avaient disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre. 3 personnes ont été mises en examen dans cette affaire, dont 2 pour assassinat. Nous serons à Niort dans un instant avec Chloé Giraud. La réforme des retraites adoptée au Sénat hier soir. La semaine à venir sera cruciale avec mercredi notamment une commission mixte paritaire chargée de trouver un accord sur le texte et qui sera soumis ensuite au vote parlementaire le lendemain avec le spectre d'un 49-3 possiblement brandi à l'Assemblée. Et puis face à l'inflation, une commune du Nord offre 100 € de chèque énergie à chaque foyer sans condition de revenu pour aider à payer les factures énergétiques mais aussi le carburant ou les courses. Reportage dans ce journal. Après le choc, c'est le temps de l'hommage. Plus d'une semaine après la découverte des corps de Leslie et Kevin, 22 et 21 ans, une marche blanche est organisée cet après-midi à Niort. Chloé Giraud, vous êtes sur place pour BFM TV. Chloé, c'est la famille du jeune homme qui est à l'initiative de cette marche, puisque la famille de la jeune femme, elle, a en revanche choisi de ne pas s'associer à l'événement. En effet, c'est important de le préciser, une marche à l'initiative du papa de Kevin Trompa et à laquelle, en effet, la famille, les parents de Leslie Horelbeck, eux, n'ont pas souhaité s'associer ni même y prendre part. Cette marche, elle a donc débuté avec un petit peu d'avance. C'était il y a une dizaine de minutes maintenant. En tête de cortège, vous pouvez certainement voir sur les images de Laura Champion le père de Kevin Trompa, Guy Trompa, et puis les membres de la famille. Il y a aussi un certain nombre d'anonymes. Le père de Kevin qui s'est exprimé juste avant le début de cette marche avec énormément d'émotion. Je vous propose de l'écouter. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. C'est insurmontable. Ils ont détruit des vies. Ils m'ont détruit ma vie. Je pourrais pas vivre sans mon fils. Voilà, un moment de recueillement est normalement prévu au cours de cette marche qui s'achèvera au niveau de la passerelle du Moulin du Milieu où les participants à cette marche pourront déposer des fleurs de leur choix. C'est un endroit qui a été choisi spécialement par le père de Kevin puisque c'est un endroit où son fils aimait aller pêcher. Le père de Kevin Trompa qui pourrait effectuer une petite prise de parole à l'issue de cette marche. Merci beaucoup Chloé Giraud. En direct de Niort, évidemment, on continuera de suivre cette marche blanche. On en parle également en plateau avec Alexandra Gonzalez, journaliste police-justice BFM TV, et également avec notre invitée Farida Amur. Bonjour. Psychologue et clinicienne. Merci de nous accompagner cet après-midi. Alexandra, tout d'abord, le flou, l'impression demeure encore sur la mort de ces 2 jeunes gens qui donc ont été retrouvés il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Oui, et en même temps, il y a quand même déjà 3 suspects qui sont mis en examen, qui ont été incarcérés le temps de l'enquête. 3 jeunes hommes, Tom, Enzo et Nathan, tous âgés d'une vingtaine d'années, et qui sont pour 2 d'entre eux soupçonnés d'assassinat. Ils ont été mis en examen pour ça. Et pour le 3e, d'enlèvement et séquestration. Il y a donc quand même pour les enquêteurs un début de scénario qui commence à se dessiner. Ils ont mené plus de 120 auditions à la fois évidemment auprès de ces suspects, mais de l'entourage plus ou moins éloigné des 2 victimes, qui étaient donc en couple depuis un mois au moment où elles ont été toutes 2 tuées. Et donc, petit à petit, ils commencent à y voir plus clair. C'est ce qui leur a permis aussi de les mener jusqu'à ces 3 hommes. Farida Amur, une marche blanche pour une famille, est-ce que ça participe au travail de deuil ? Alors, travail de deuil, moi, c'est vrai que c'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que le deuil, c'est une espèce d'injonction à liquider la souffrance en différentes étapes psychiques. Mais en tout cas, ça leur permet de voir que la famille est entourée, que les personnes décédées comptaient pour les gens du village, qu'il y avait un environnement autour. Et ça leur permet aussi de faire exister ce drame et surtout la souffrance qui en découle. Comme disait le père à l'instant, ils ont détruit ma vie. Des parents qui perdent des enfants, surtout dans de telles circonstances, le travail d'accompagnement psychique, ça va être plutôt de faire comment avec le moins de souffrance, de faire avec, plutôt sans, avec le moins de souffrance. Mais la question du deuil chez les parents, elle est quand même extrêmement difficile à envisager.
Alexandra, vous le disiez tout à l'heure, hein, le père de Kevin, on le rappelle, est à l'origine de cette marche blanche. Et il connaissait, parmi les suspects que vous avez cités, l'un d'entre eux. Oui, Tom, il connaissait Tom puisqu'il dit que lorsqu'il était encore récemment, le père de Kevin était en détention pour des faits de droit commun. Et alors qu'il purgeait sa peine de prison, tandis que son enfant et donc la compagne de son fils étaient encore portés disparus à ce moment-là, Tom, ce jeune homme, donc l'un des principaux suspects, était venu le voir à plusieurs reprises, dit-il, sous les fenêtres de la prison pour lui dire de ne pas s'inquiéter, que tout le monde était en train de rechercher Kevin et Leslie, qu'ils allaient finir par les retrouver. Et donc lui raconte ça en disant voilà, il venait me rassurer parce qu'il était un ami de mon fils et parce que je le connaissais bien. Et en réalité aujourd'hui il est mis en examen. Cet homme en particulier, Tom, est celui chez qui Leslie et Kevin devaient passer la nuit le soir de leur disparition. Ils ont dîné chez un autre ami qui vivait à une 50aine de mètres de là, qui n'est pas, pour le coup, pas du tout mis en cause. Ils ont dîné ensemble tous les trois. Et ensuite, ils sont retournés dans la maison de Tom où ils devaient passer la nuit en son absence. Lui n'était pas là. Sauf que c'est à ce moment-là qu'ils se sont volatilisés et qu'ils n'ont plus jamais ensuite été retrouvés jusqu'à ce que leur corps soit exhumé, là, il y a quelques jours seulement. Leur chien, qui était également, qui devait passer la soirée au domicile de Tom avec eux, leur chien n'a jamais été retrouvé. Farida Amiour, on attendra évidemment les suites de l'enquête pour voir les conclusions. On rappelle donc trois jeunes hommes qui sont mis en examen. Le fait que l'un de ces jeunes hommes connaissait le père, pour ce père, ça peut être encore plus difficile à accepter? Oui, une double trahison, comme s'il avait finalement côtoyé le loup dans la bergerie, enfin quelque chose de cet ordre-là. Bon, mais là, comme vous dites, l'affaire est au début, donc je ne peux pas commenter quelque chose qui n'est pas encore clarifié. Mais ce qui est certain, c'est que pour le père, pour des parents, perdre un enfant, par exemple, d'une maladie, c'est extrêmement terrible. Mais perdre un enfant dans un contexte de meurtre, et puis dans ce contexte-là, ils étaient portés disparus depuis le mois de novembre. Donc il y avait toujours un espoir de les retrouver vivants jusqu'au moment où l'inéductable apparaît, qu'on retrouve leur corps, etc. C'est d'une violence inouïe, parce que là, il y a toute perte d'espoir. Et puis en plus, comme vous disiez, parmi ces trois personnes mises en cause, il y en a une qui connaissait le père. Et donc là, c'est vrai que je pense que le père va avoir besoin de l'enquête aussi, parce que la fonction de la justice, au-delà de nommer les choses et de mettre des sanctions, elle permet aussi d'apporter des éléments d'explication qui peuvent aussi aider la famille un peu à amorcer ce travail d'acceptation avec des grosses guillemets, bien sûr. On voit ces images toujours de cette marche blanche qui continue de se dérouler à Niort, avec ces personnes présentes et qui jettent des roses, des bouquets dans ce fleuve, donc pour rendre hommage à Kevin notamment. C'est un endroit où Kevin aimait pêcher. Exactement, c'est ce qu'il dit, aimait pêcher, chasser dans ce secteur-là. Il y a une question, Farida, rapidement. Pourquoi est-ce que des personnes qui ne connaissent pas la famille de Kevin, qui ne connaissent pas Kevin, viennent comme ça, assistent souvent à ces marches blanches? Qu'est-ce qui motive ces personnes à venir dans les marches blanches? Alors, il y a du soutien, il y a de la solidarité, mais il y a aussi ce qu'on appelle le processus d'identification. C'est-à-dire que ces personnes-là sont à leur tour parents, frères, sœurs, et peuvent tout à fait se projeter dans la situation d'être à la place du père ou d'être à la place, par exemple, de Kevin. Et ces processus d'identification en appellent à l'empathie collective, à la solidarité collective, et que de ce fait, on a envie de se joindre. On l'a vu beaucoup pendant les attentats, et Jérôme Truc a travaillé, qui est sociologue, sur la notion du concernement, que même si les gens des cercles éloignés des événements n'ont pas vécu l'événement de près ou de loin, se sont mobilisés avec le pavoisement de différents symboles, etc., en termes de soutien aux victimes des attentats. Et les marches blanches ont aussi cette vocation et d'inscrire collectivement dans la mémoire collective ce drame. Parce que rapidement, malheureusement, et on le sait très bien, un drame pousse un autre drame, et que rapidement, il y a le syndrome du retour à la maison, c'est-à-dire que ce père bénéficie d'un soutien collectif et c'est une très très bonne chose pour lui, mais après chacun va repartir un peu dans sa vie, dans ses préoccupations, mais c'est quand même des moments forts de soutien. Merci beaucoup à toutes les deux. On va continuer bien sûr à suivre cet après-midi cette marche blanche donc à Niort en hommage à Leslie et Kevin, ces deux jeunes dont les corps ont été retrouvés il y a 8 jours maintenant. On va continuer à suivre donc cette marche blanche. Vous voyez le père de Kevin qui est donc devant ce cours d'eau où Kevin aimait pêcher. Des roses blanches ont été déposées il y a quelques instants. L'actualité également ce dimanche,
ce sont les retraites. Peu avant minuit hier, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la réforme des retraites par 195 voix contre 112 en faveur du projet de loi portant la réforme des retraites qui allonge de 62 à 64 ans l'âge légal de départ. Guillaume Marquis. Pour 195. Un texte voté. 112, le Sénat a adopté. Avec 24 heures d'avance. Conséquence d'une décision du groupe Les Républicains, qui a retiré environ 200 sous-amendements. Son patron Bruno Retailleau s'en félicite. Nous avons voulu agir et cette réforme, nous l'avons voulu. C'est notre réforme. Nous l'avons modifiée. C'est notre texte que nous allons voter. Déception en revanche pour la gauche, qui n'avait pas de grand espoir au Sénat, mais qui dénonce toujours un texte injuste et violent. C'est une loi qui sera vraiment, je pèse mes mots, un désastre social. Les conséquences vont être terribles. C'est une loi aussi productiviste. Pour le gouvernement, c'est une première victoire. Il espère ne pas avoir à passer en force quand le texte reviendra à l'Assemblée. Au Sénat, nous avons travaillé avec tous les groupes qui le souhaitaient. Nous allons continuer à discuter avec un objectif, c'est qu'il y ait une majorité dans les deux chambres. Prochaine étape, la commission mixte paritaire. Un groupe de 7 sénateurs et 7 députés. Ils devront s'accorder sur un texte commun aux deux chambres. Ce document de compromis sera ensuite soumis au vote final de l'Assemblée et du Sénat. Prochaine étape, donc la commission mixte paritaire, ce sera ce mercredi et il pourrait y avoir une adoption du texte jeudi à l'Assemblée nationale. Faudra-t-il passer par un 49.3 ? Eh bien, ce serait extrêmement dangereux, selon le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il était l'invité de BFM Politique à la mi-journée. Je pense qu'on ne peut pas, je vous le redis, avoir une telle mobilisation, une telle opinion qui est adverse, qui est contre cette réforme, une procédure parlementaire escamotée, et avoir un vice démocratique par le vote de cette réforme, par un recours au 49.3. Enfin, je pense que ce serait extrêmement dangereux dans le ressentiment que ça pourrait créer. On ne peut pas aller avec une procédure qui ferait qu'il n'y aurait pas de vote in fine de l'Assemblée nationale. Dangereux, ça veut dire que, vous savez, on va peut-être commenter le nombre de manifestants, etc. Les cortèges, quand vous avez fréquenté comme moi beaucoup les cortèges, Nico, et de manifestants ces dernières semaines, vous avez vu beaucoup de joie, de fierté des métiers, de contestation de cette réforme, mais beaucoup de convivialité, de sociabilité, etc. Moi, je ne voudrais pas qu'il y ait moins de monde dans les cortèges et plus de colère dans les têtes. On continue à en parler avec Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Anne, semaine très importante pour ce texte sur la réforme des retraites. L'Élysée nous fait savoir avec insistance qu'il ne veut pas de 49.3. Est-ce qu'il faut malgré tout s'y préparer ? Alors oui, il faut s'y préparer quoi qu'il arrive. Parce qu'il est toujours possible qu'à un moment ou à un autre, le gouvernement n'arrive pas à atteindre cette majorité dont il a besoin au sein de l'Assemblée. Je vous refais un très rapide calendrier. Mercredi, il y a la commission mixte paritaire qui se réunit. Si elle est conclusive, c'est-à-dire si elle arrive à un accord, jeudi, à partir de 9h, le texte qui sera issu de cette commission mixte paritaire sera présenté au Sénat et ensuite à 15h, il sera présenté à l'Assemblée nationale. C'est à ce moment-là qu'on va scruter évidemment le résultat du vote. Si jamais le gouvernement a un doute sur le fait qu'il n'arriverait pas à atteindre cette majorité et qu'il ne veut pas se retrouver en défaut, c'est là qu'il pourrait effectivement dégainer le fameux 49.3. Alors pourquoi ne veut-il pas dégainer le 49.3 ? Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de membres de la majorité qui ne cessent de le répéter et la musique se fait de plus en plus forte ces derniers jours. Stéphane Séjourné, le président du groupe du Parti Renaissance, jusqu'à François Bayrou à la mi-journée, qui dit qu'il y a de solides raisons, dit-il, que la Première ministre a de solides raisons de ne pas vouloir déclencher un 49.3. Première raison, évidemment, c'est le risque démocratique. On sait très bien que c'est une déchirure assez profonde entre un exécutif et les Français lorsqu'il y a ce coup de massue démocratique et le 49.3, même s'il reste constitutionnel. Et puis deuxième raison surtout, ça ouvrirait la possibilité à un effet en chaîne qui serait assez dangereux pour le gouvernement. Parce que 49.3, ça veut dire, et certaines oppositions l'ont déjà annoncé, une quasi-certitude qu'il y aura dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement. S'il y a une motion de censure qui est déposée contre le gouvernement et si elle aboutit, ça peut aboutir à la chute du gouvernement, en effet. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron a déjà prévenu que si on arrivait à ce moment-là de notre vie démocratique, il déclencherait, lui, une dissolution de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la motion de censure, vous pourriez vous dire,
elle n'a aucune chance d'aboutir. Ça n'est pas certain parce que les dernières motions de censure qui ont été déposées, c'était surtout la question du vote du Rassemblement national qui était problématique. Les partis disant on ne veut pas voter avec le Rassemblement national, donc ça réduisait d'autant la possibilité d'aboutir à une majorité pour voter cette motion de censure. Mais là, on sait, nous, depuis plusieurs jours, qu'il y a une motion de censure transpartisane qui est en train d'être rédigée, notamment du côté des députés qui sont ni Renaissance, ni Rassemblement national, ni même NUPES, sont plutôt des députés Liberté et Territoire. Ça voudrait dire une forme de neutralité dans la personnalisation de cette motion de censure, un député un peu neutre qui déposerait cette motion, ce qui fait que les autres partis, Rassemblement national, NUPES et peut-être certains LR y compris, pourraient s'y adjoindre. Donc c'est un vrai risque, cette motion de censure aujourd'hui, et c'est pour ça que le 49.3 est un risque encore plus grand. Merci Anne. Bonjour Mathieu Boll-Reda, vous êtes secrétaire général CGT Cheminots de Versailles. On aimerait avoir votre réaction tout d'abord donc, à ce vote qui a été acté hier, peu avant minuit au Sénat, ce texte qui a donc été adopté. Est-ce que vous allez réussir, vous, de votre côté, du côté des syndicats, à maintenir la mobilisation contre la réforme des retraites ? Écoutez, je crois que ça fait un moment que les salariés, les grévistes qui sont mobilisés ne s'intéressent plus du tout aux turpitudes parlementaires, au petit numéro de duettistes entre LR et LREM. On a bien compris qu'ils se liguaient pour faire passer en force cette réforme sur le ventre du pays, contre l'opposition de l'immense majorité des Français, de l'ensemble des partis politiques d'opposition, de l'ensemble des organisations syndicales de ce pays. Donc on a bien compris qu'ils sont complètement coupés du pays. Eh bien, nous, on va continuer à se battre. Nous ne sommes pas prisonniers de l'agenda parlementaire. Je vous entendais dire peut-être que ça sera voté avec ou sans 49.3, etc. Si vous voulez, ça ne nous arrêtera pas. La grève, elle est dure. Et la grève, elle dure. Et elle va durer, y compris donc, au-delà. Si le texte est voté définitivement, vous continuerez à manifester, à vous mobiliser. C'est une évidence. Nous avons déjà connu en 2006, je vous le rappelle, on est tous des vieux routiers de la grève et de l'histoire sociale de ce pays. On a connu en 2006 un CPE qui avait été voté, promulgué par le président de la République et qui n'avait pas été appliqué parce que les manifestations et les grèves avaient continué après ça. Nous ne nous laisserons pas emprisonner dans l'agenda parlementaire. On a une grève qui est dure. Elle est dure dans les transports, elle est dure dans les raffineries. Il y a 5000 tonnes de poubelles qui s'entassent dans Paris et ça va continuer. Et puis la solidarité s'organise. Nos caisses se remplissent Scoop BFM TV, mercredi prochain à Versailles, les paysans du MODEF et de la Confédération paysanne, vous savez, les syndicats progressistes paysans, viennent avec 2 tonnes de nourriture, d'aide alimentaire pour distribuer aux différents piquets de grève, de grévistes en grève reconductible des Yvelines et au-delà dans le sud de Paris. Donc on s'organise pour durer, ça va être fort, on ne se laisse pas impressionner par les coups de menton du Parlement et du gouvernement. Vous ne perdez pas donc votre détermination, vous continuez de vous mobiliser. Et concernant la grève, en ce qui vous concerne des trains, qu'est-ce que ça va donner ces prochains jours et notamment donc mercredi ? Écoutez, on est déjà finalement au 7e jour de grève et il y a encore demain plus d'un train sur 2 qui sont supprimés sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les Transiliens et les TER, mais aussi dans les grandes lignes et des perturbations aussi à l'international. Et ça oscille, ça baisse un peu parce que forcément il y a des gens qui ont 6 jours de grève, mais ça va remonter très très fort. Nos informations montrent que les demandes, les déclarations individuelles d'intention sont posées à nouveau pour que ça reparte mercredi, et pas que mercredi comme un barreau d'honneur, mais en reconductible. Même si c'est un mouvement qui a des oscillations, les gens s'organisent pour tenir dans la durée, et le gouvernement n'est pas quitte de l'opposition populaire, et particulièrement de celle des travailleurs organisés, bien sûr dans la rue, mais surtout dans les entreprises. Merci beaucoup Mathieu Boll-Reda d'avoir été avec nous cet après-midi en direct sur BFM TV. Vous parliez à l'instant des poubelles qui continuent d'envahir les trottoirs de Paris. 6e jour de grève, des éboueurs dans la capitale et les rats commencent à pointer le bout de leur nez. Reportage dans les rues de Paris d'Aurore Villemur. Nous sommes dans le quartier de Saint-Lazare à Paris, un quartier avec beaucoup de passages, beaucoup de commerces et beaucoup de restaurants. Et voici à quoi on assiste ici, des poubelles gonflées de détritus, des montagnes de poubelles qui s'accumulent et qui s'étendent sur le trottoir. Je suis avec Nicolas. Nicolas, vous êtes de passage à Paris. Ça vous fait quoi de voir ça ? C'est vrai que Paris, c'est très beau. Mais je ne m'attendais pas forcément à voir autant de poubelles dans la capitale. Vous en avez vu beaucoup là en vous baladant ? Surtout dans cet endroit-là, j'ai l'impression, ouais.
Ça change votre image de la capitale? Pas forcément, parce que c'est très beau en dehors de ça. Et j'ai conscience que c'est un contexte un peu particulier. Et concrètement, qu'est-ce qui vous dérange là de voir C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Les odeurs aussi? Quand on passe à côté, ouais, c'est vrai que ça sent un peu. Merci beaucoup Nicolas. Bon, on vous souhaite quand même de passer un beau séjour. En tout cas, voilà, des poubelles qui engendrent des odeurs assez nauséabondes. Et puis attention aussi aux nuisibles qui sont de plus en plus visibles dans la capitale. Rendez-vous BFM TV à ne pas manquer. Il est celui qui porte cette réforme des retraites. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sera l'invité de BFM TV ce soir à 19h, avant une semaine cruciale pour l'avenir du texte. Ne manquez pas donc ce rendez-vous exceptionnel auprès de Jean-Baptiste Boursier. L'inflation devrait elle encore durer quelques semaines. La tendance est loin d'être à la baisse. Et pour faire face, une commune du Nord a décidé d'offrir 100 € de chèque énergie à ses habitants. Reportage sur place avec Pierre Humez et Hugo Smag. Vous renvoyez ça par courrier avec un petit bout. Un justificatif de domicile et une pièce d'identité. Voilà l'unique condition pour obtenir le précieux chèque énergie de cette mairie. Ça fait toujours plaisir, ça va pouvoir nous aider à finir l'hiver. Ici, chaque foyer sans condition de revenu a le droit à 2 chèques de 50 €. De l'argent destiné à payer les factures d'énergie ou encore faire le plein. Une aide bienvenue dans cette ville où le taux de chômage atteint les 20%. En ce moment, c'est tellement dur, la vie est tellement dure, même pour les personnes âgées qui n'ont pas beaucoup de ressources. C'est super à plus de pour la vie. Je pense que ça va partir sur l'électricité, le chauffage notamment. Essentiellement pour couvrir les factures de gaz, d'énergie, qui ont augmenté, de pelés également. Ça a flambé ces derniers mois. Donc c'est toujours appréciable de se dire on va pouvoir se chauffer grâce aussi à la mairie. Coût de l'opération pour la municipalité, environ 240 000 €. Dont une partie dépensée dans les commerces de la ville. À quelques kilomètres de là, ce magasin de pelés a vu ses ventes exploser depuis la distribution des chèques. Là, on a commandé un camion la semaine dernière, on en a un qui arrive là mardi. C'est exceptionnel, on ne range pas des camions comme ça à cette période-là, c'est plutôt rare. Les chèques de la mairie permettent l'achat de 16 sacs de pelés ou 3 bouteilles de gaz, de quoi tenir jusqu'à la fin de l'hiver. 14h20, restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur cette marche blanche qui vient de s'achever à Niort. Marche blanche en hommage à Kevin, organisée par le père du jeune homme disparu avec sa compagne Leslie fin novembre dernier, dont les corps ont été retrouvés il y a un peu plus d'une semaine maintenant. La population, les riverains se sont joints donc au père de Kevin pour rendre hommage au jeune garçon. On y revient dans un instant. On reparlera aussi de la réforme des retraites. Le texte a été voté hier au Sénat, mais les syndicats restent déterminés avant une semaine décisive. Et pour Laurent Berger, l'utilisation du 49.3 serait extrêmement dangereux. On y revient dans un instant. Le saviez-vous? Kev Adams a 31 ans et déjà 12 ans de carrière avec 4 spectacles sur scène et plus de 1,5 million de tickets vendus. J'ai du mal avec mon image, les amis. Quand je tombe par hasard sur moi à la télé, je zappe direct, ça me dégoûte. Et en fait, c'est un truc d'artiste. Moi, je pensais que c'était que moi. J'en ai parlé avec Gad Elmaleh, par exemple. Il m'a dit, moi, c'est pareil. Je dis, ah ouais, il m'a dit, ah ouais. Je tombe sur toi à la télé, je zappe direct. Il m'a dit, ça me dégoûte. Aujourd'hui, l'humoriste à la carrière impressionnante est de retour sur scène avec son nouveau spectacle Miroir. BFM TV, partenaire du nouveau spectacle de Kev Adams, en tournée à partir du 24 février 2023 dans toute la France et au Dôme de Paris. Avec Ford, faites des économies à chaque plein avec la gamme hybride de 85 et rencontrez le Kuga à partir de 349 € par mois pendant les moments Meet My Ford. La vie est plus belle en couleur. Citroën C3 est à partir de 199 € par mois sans apport. Avec garantie et assistance offerte pendant 4 ans. Et découvrez Citroën C3L, édition limitée. Et voilà. Ben ouais, mais regarde où je cuisine. Je peux pas faire mieux. Tu veux pas qu'on change la cuisine aussi? Ben pourquoi pas. Aïe. Et voilà, Délice des mers sur son lit de coriandre. Tu manges pas, toi? Non, je me suis commandé un truc. Brico Dépôt.
Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Et si nos histoires de veines s'écrivaient avec Daflon? Daflon 1000 mg, traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Inédit, Dino Hunters, ce soir à 21h10 sur RMC Découverte. C'est fou comme notre nature l'emporte toujours. Vivre ensemble, intensément, contre vents et marées. Et si ça finit en mal de gorge peu intense et sans fièvre, l'isopaïne vous accompagne. L'action antibactérienne de l'isopaïne cétylpyridinium lysozyme combat localement l'infection et soulage la gorge. L'isopaïne, combattez le mal de gorge, pas votre nature. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Vous avez enduré sa musique. Vous connaissez vos départements par cœur. Oui, c'est ça, 35. Il est vilaine. Et pire que tout, vous avez dû supporter cette senteur pomme verte. Et après tout ça, vous ne pourriez pas profiter de son bonus ? Avec le bonus Matmut Famille, vous pouvez bénéficier du bonus de vos parents lors de la souscription d'un premier contrat auto. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Le voir prendre vie, sentir son parfum, goûter sa finesse et atteindre l'excellence. Nouveau, la fusion de brisure de crêpes dentelle et d'un fin chocolat noir. Découvrez Excellence Pailleté, Lindt, maître chocolatier suisse. T'as trouvé ta vague ? Ouais, la bleue, elle est bien là. En ce moment, Citroën C3 Aircross est à partir de 229 € par mois, sans apport. Avec garantie et assistance offerte pendant 4 ans. Elles sont toutes bleues là. Fortunéo, c'est que je suis à la recherche de performance. Désigné banque la moins chère 2023. Fortunéo, j'aime ma banque. Avec son design irrésistible et son Peugeot iCockpit 3D, la i208 100% électrique a tout pour plaire, même un futur beau-père. En ce moment, roulez surclassé avec la Peugeot i208 Finition Style et tous ses équipements. Il y en a un qui gagne, on partage? Il est fou, lui. Non. Oh, mon pote. Et ça fait combien si on divise par 3? On va diviser par 1. C'est plus simple. Quoi? Illico, c'est plus d'1 million de gagnants par jour et un seul ticket suffit. Nouveau, découvrez le jeu Illico Menez l'enquête et tentez de gagner jusqu'à 500 000 €. Bonjour, Margot de Carglass. C'est Aurélie de Carglass. Moi, c'est Aurore. Julie de Carglass. Pour réparer ou remplacer le vitrage sur votre voiture, Si vous avez un impact, chez Carglass, on le répare en 30 minutes. et quand on remplace un pare-brise, on recalibre la caméra. Alors rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Vous aussi, vous voulez rejoindre une de nos équipes? C'est le bon moment. Carglass recrute 400 techniciens et techniciennes vitrage partout en France. Et pour postuler, c'est aussi sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Clarins, tout ce que vous aimez dans double sérum, maintenant en texture légère. Vite absorbé, sensation peau nue. En 7 jours seulement, les signes de l'âge paraissent réduits. Nouveau double sérum light texture. Clarins. Découvrez la gamme Jeep désormais 100% électrifiée et profitez de la prime reprise Electric Freedom de 4 500 € sur Renegade et Compass. Le Petit Marseillais réinvente ses gels douche. Une formule encore plus naturelle, un flacon encore plus transparent pour toujours autant de plaisir. Le Petit Marseillais, Restons nature. votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
Un temps temporairement plus calme pour ce dimanche. Alors on a quand même quelques précipitations qui arrivent doucement par l'ouest et on retrouvera donc ces pluies, on va le voir. Donc on voit ici cette couverture nuageuse sur l'ouest et ces précipitations tout doucement qui arrivent et que l'on va retrouver donc ce lundi matin. Du sud de la Bretagne, en remontant près des frontières du nord-est, il y aura du vent sous ces précipitations. Ailleurs, ce sera beaucoup plus calme. Dans ce flux de secteur sud, on retrouvera un ciel juste voilé, mais quand même quelques passages nuageux sur le pourtour méditerranéen. Puis dans l'après-midi, tout cela va devenir de plus en plus instable. On va retrouver des averses orageuses de l'Aquitaine en remontant sur une partie des Ardennes, une partie de la Lorraine. À l'arrière, ce sera un ciel de traîne, mais assez actif sur la Bretagne, sur le Cotentin, avec là aussi des averses orageuses. Vous le voyez, beaucoup de vent. Et puis, ces entrées maritimes qui vont gagner du terrain sur le pourtour méditerranéen avec quelques pluies. Un coup d'œil à vos températures. Pour demain matin, des valeurs très douces. 12 degrés sur la côte aquitaine, à Paris également. Il fera 8 degrés en Corse. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, nous allons conserver encore des valeurs très élevées, jusqu'à 23 degrés à Toulouse, à Grenoble, 18 pour Paris. Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 14h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À la une aujourd'hui de l'après-info, la réforme des retraites adoptée au Sénat hier soir. Ce n'est pas une surprise pour le leader de la CFDT, Laurent Berger. La semaine à venir sera cruciale avec notamment mercredi une commission mixte paritaire et le vote parlementaire du nouveau texte le lendemain. Un 49-3 sera-t-il nécessaire? La majorité en tout cas souhaite l'éviter. Après le choc, l'hommage à Leslie et Kevin, deux jeunes de 22 et 21 ans disparus au mois de novembre et dont les corps ont été retrouvés il y a 8 jours. Une marche blanche s'est déroulée cet après-midi à Niort. Nous serons sur place dans ce journal. En Ukraine, la contre-offensive ukrainienne à Bakhmout suffira-t-elle face à l'assaut russe? Le conflit qui s'y déroule est le plus long depuis le début de la guerre en Ukraine. Va-t-il basculer dans les prochains jours? Diplomatiquement, Kiev envisage-t-il la prise de Bakhmout? Boris Karlamov est sur place, nous le rejoindrons. Nous serons également avec le général Jérôme Pellistrandi en plateau. Mais tout d'abord, une étape importante a été franchie. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne après l'adoption hier soir du projet de loi sur la réforme des retraites au Sénat. Un jour en avance, rien de surprenant, estime le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui était l'invité de BFM Politique à la mi-journée et qui anticipe une semaine décisive. C'est pas une surprise, le vote du Sénat. D'ailleurs, M. Retailleau l'a bien résumé. C'est notre réforme, celle qu'on présente depuis des années à chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale au Sénat. Donc personne ne s'attendait à un vote négatif du Sénat. Donc jusqu'à cet épisode-là, il n'y a rien de surprenant. Maintenant, c'est la semaine qui vient qui va être déterminante. Une commission mixte paritaire, dont je pense qu'il n'y a pas grand-chose, grande surprise à en attendre. Et puis ensuite, le vote des parlementaires, à la fois du Sénat, bien sûr, mais aussi de l'Assemblée nationale, qui, je le rappelle, pour l'instant, ne s'est pas exprimé sur ce texte. Le texte a donc été voté au Sénat hier à l'issue d'une 7e journée de contestation nationale. Hier, dans quelques 250 lieux de rassemblement, près de 370 000 personnes ont manifesté selon le décompte des autorités et plus d'1 million, vous le voyez, selon les syndicats, bien moins que les fois précédentes, y compris le précédent samedi de mobilisation le 11 février. Mais dans les cortèges hier, la détermination était bel et bien au rendez-vous. Si le vote ne va pas être empêché, tout sera mis en œuvre en tout cas pour en bloquer l'application. Pierre-Henri Holderbaum et nos reporters dans les cortèges. 64 ans, ce serait non, parce que les retraites, elles sont acquises. Ils étaient encore des milliers à manifester, comme ici dans les rues d'Angers. Certains qui n'ont pas pu venir en semaine se mobilisent le week-end. Après, je ne peux pas me permettre de prendre un jour sur la semaine. Je travaille, bien sûr. Il y a un ras-le-bol. Pourtant, les cortèges se sont amaigris. Mardi dernier, les syndicats enregistraient 19 000 personnes, un record pour la ville. Hier, ils étaient 4 500, un chiffre en baisse, mais les manifestants restent déterminés. Vous vous souvenez, en 2003, il y a eu la lutte contre le CPE. C'est pas parce qu'une loi est votée par un Sénat et une assemblée de droite que ça va nous arrêter, quoi. Ouais. On note toujours le CPE, mais il y a d'autres possibilités de lutte et il faut continuer à lutter. Même constat dans les cortèges parisiens. Les mobilisés étaient moins présents. Selon la CGT, ils étaient 300 000
contre 700 000 mardi dernier. Entre baisse des participants et silence du gouvernement face à la rue, certains semblent perdre espoir. J'étais beaucoup plus enthousiaste pour les premières manifestations. Maintenant, je vois qu'ils ne plient pas, que ça fait une semaine qu'on est dehors et ils nous écoutent pas, quoi. Ils en ont rien à faire. Donc voilà, ça déprime un peu. Et même si le Sénat vient d'adopter le texte de la réforme, il compte bien continuer à manifester. Je serai là jusqu'à 64 ans minimum, si j'ai bien compris. Je serai là jusqu'à 64 ans minimum. Partout dans l'Hexagone, le nombre de manifestants était en net recul. Illustration de cette mobilisation toujours en marche, certains mouvements de grève se poursuivent également, notamment dans les transports ferroviaires, aériens, les déchets ou encore l'énergie. Antoine Forestier est à la raffinerie de Donge où la CGT Total Energy annonce un durcissement du mouvement face à ce qu'elle juge être un mépris de l'exécutif. Chaque jour depuis mardi, 3 assemblées générales sont organisées à 5h, 13h et 21h. Aujourd'hui encore, selon les organisations syndicales, il y avait 90% de grévistes parmi les employés de la raffinerie. Une partie d'entre eux sont malgré tout à leur poste, à l'intérieur, puisque c'est un site sensible, un site Céveso qui nécessite une surveillance particulière, y compris de la part du personnel gréviste. Malgré tout, depuis mardi, plus aucune goutte de carburant ne sort de la raffinerie. Je vous propose d'écouter Fabien Privé-Saint-Lanne, c'est le délégué syndical CGT de la raffinerie de Donge. Il est interrogé au micro de Nicolas de Roussy. Le report de l'âge légal de 62 à 64 ans est purement inacceptable. C'est les plus belles années de non-retraite que l'on est en train de nous voler aujourd'hui. Je rappellerai qu'on est passé déjà de 60 à 62 ans, de 62 à 64. Il y a des objectifs européens jusqu'à 67, 68 ans. Donc on sait pour la défense de nos intérêts, pour ceux de nos enfants, pour ceux de nos parents, il est important de se mobiliser, de préserver notre système social et les garanties, les conquis sociaux que nous avons obtenus et que nos anciens ont obtenus par le passé. À court terme, il n'y a pas de risque de pénurie de carburant. Des stocks stratégiques ont été réalisés. Mais ici, le mouvement va perdurer puisque les employés ont voté une prolongation du mouvement de grève jusqu'à jeudi prochain. Prochaine étape en ce qui concerne le texte adopté donc hier au Sénat, la commission mixte paritaire. Elle est constituée de 7 députés et de 7 sénateurs. Elle devra trouver un accord sur le nouveau texte mercredi prochain. Anne-Sora Dubois, pour bien comprendre, quels sont les scénarios possibles à l'issue donc de cette commission mixte paritaire ? Alors, on va aller du plus improbable au plus probable et au plus sans doute compliqué. Premier scénario, le plus improbable, c'est que cette commission mixte paritaire ne soit pas conclusive, c'est-à-dire que les 7 députés et 7 sénateurs n'aboutissent pas à un accord. Si c'est le cas, on repart pour une navette parlementaire, c'est-à-dire que le texte va être présenté à nouveau à l'Assemblée nationale, à nouveau au Sénat, et tout ça peut durer jusqu'au 26 mars seulement, parce qu'on est toujours sur un temps contraint d'examen d'un texte budgétaire, donc 50 jours maximum. Deuxième option, si la commission mixte paritaire est conclusive. C'est le scénario clairement le plus probable. C'est très rare que les commissions mixtes paritaires ne soient pas conclusives. Donc c'est sans doute ce vers quoi on s'achemine. Donc si jamais la commission mixte paritaire est conclusive, le texte est reproposé dès le lendemain matin, donc jeudi à partir de 9h devant le Sénat et à partir de 15h devant l'Assemblée nationale. C'est à ce moment-là qu'on aura un vote, et s'il y a un vote positif, c'est là que la réforme est adoptée. S'il y a un vote négatif, évidemment, la réforme est refusée. On verra ce qui se passera ensuite. Troisième option, si le gouvernement sent qu'il n'arrivera pas à avoir une majorité. À ce moment-là, il peut décider avant le vote de dégainer le 49.3, esquiver le vote et donc imposer en fait cette réforme à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, on rentre aussi dans un effet en chaîne très incertain. Il peut y avoir, suite à ce dépôt de 49.3 par le gouvernement, le dépôt d'une motion de censure. Si elle est adoptée, c'est la chute du gouvernement. Et si c'est ça, Emmanuel Macron a déjà prévenu qu'il pourrait déclencher une dissolution de l'Assemblée nationale. Les deux scénarios les plus probables, c'est qu'il y ait un vote positif à l'Assemblée nationale ou qu'il y ait un 49.3. Je vous redis quand même que tous les sons de cloche qu'on a du gouvernement, surtout ces dernières heures, c'est que la priorité, le souhait très ardent du côté du gouvernement, c'est d'essayer d'aboutir à un vote positif et de surtout pas être contraint à la fin d'en passer par un 49.3. Elle va être passionnante à suivre cette semaine. Ouais, tout ça, bien sûr, sur BFM TV. Et nous sommes en direct avec Alain Joyandet. Bonjour, merci d'être avec nous. Sénateur LR de la Haute-Saône, le texte a donc été voté hier soir, dans la nuit, donc au Sénat. Vous étiez pour, je crois. Satisfait ? Oui, satisfait. J'ai un petit regret parce que, avec un certain nombre de collègues, nous avions déposé un amendement, notamment sur les 43 ans, pour que la réforme soit un peu plus équilibrée, c'est-à-dire les 64 ans en mesure d'âge, et puis un maximum de cotisation de 43 ans pour tout le monde. Bon, le ministre a apporté des compensations.
J'ai été obligé de retirer cet amendement en raison de l'obstruction qui était faite par notre opposition de gauche qui déposait un tas de sous-amendements. Donc j'ai été obligé de retirer cet amendement qu'on considérait important, mais on a rajouté une borne supplémentaire pour les carrières longues. Donc globalement, pour les carrières longues, même si on ne va pas aussi loin qu'on aurait voulu, c'est pas si mal. Alors il y a une question qui nous taraude également, c'est que chez les LR et les alliés, hier au Sénat, certains ont voté contre ou se sont abstenus face à ce texte. 16,55% selon nos calculs parmi le groupe des sénateurs LR et 35% parmi le groupe de l'Union centriste. Quelle est votre réaction à ça? Est-ce que c'est du doute ou est-ce que c'est du rejet pur et simple du texte selon vous? Bon, je pense que d'abord, il faut constater qu'il y a une très large majorité qui n'est pas contestable. Donc, dans des grands groupes comme le nôtre, il n'est pas anormal. C'est sur chaque texte, vous avez toujours 10, 15 sénateurs qui peuvent s'abstenir, qui peuvent voter contre. Vous savez, par définition, les sénateurs sont très indépendants. Il m'est arrivé moi-même, sur un certain nombre de textes, de ne pas suivre mon groupe. Ce que je note, c'est qu'il y a quand même une très grande majorité, aussi bien chez nous, une majorité nette chez nos amis centristes. Alain Joyandet, comment est-ce que vous voyez la suite? On en parlait avec Anne-Sora Dubois à l'instant. Selon nos informations, des députés, notamment les Républicains, réfléchissent à déposer une motion de censure transpartisane afin de faire tomber le gouvernement. Il y a aussi l'hypothèse du 49.3, la commission mixte paritaire, donc mercredi. Comment ça peut se passer tout ça selon vous? Bon, je pense que la commission mixte paritaire sera conclusive, c'est-à-dire qu'elle sera positive. Le texte de la commission mixte reviendra devant le Sénat. Je pense qu'il y aura à nouveau un vote majoritaire. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Effectivement, le groupe des Républicains, qui peut être un apport qui permette à la majorité présidentielle d'avoir sa majorité absolue, le groupe, semble-t-il, n'est pas unanime, en tout cas pour l'instant. Et donc, voilà, que va-t-il se passer à ce moment-là? Il faut attendre encore quelques temps, mais je crois que la majorité des députés LR est sur une ligne pour voter le texte, mais ce n'est qu'une majorité à l'intérieur du groupe. Est-ce que le nombre de députés qui vont voter sera suffisamment important pour apporter un vote positif? C'est très difficile à dire aujourd'hui. Brièvement, pour conclure, Alain Joyandet, les syndicats notamment demandent un référendum sur cette réforme des retraites. Comment vous accueillez cette proposition? Vous savez, on est dans une démarche parlementaire et je pense que le référendum, comme toujours, les Français ne répondent pas forcément à la question. Je pense que dans les manifestations aujourd'hui en France, vous savez, il n'y a pas que le dossier des retraites. Je pense qu'il y a énormément de choses. Les retraites arrivent à un mauvais moment parce qu'elles cristallisent tous les mécontentements et toutes les inquiétudes de nos concitoyens. Il y a beaucoup trop de gens dans notre pays qui travaillent et qui ne peuvent plus vivre correctement de leur travail. Et ça, c'est particulièrement grave. Et ça va bien au-delà de la question des retraites. Donc, je suis absolument sûr que si on posait une question aux Français, êtes-vous pour ou contre la réforme? Je pense que le résultat, il est vraiment assuré dès le début pour un rejet certainement important de cette réforme. Donc, il y a une représentation parlementaire. On est dans une démarche parlementaire. Je crois que dans un premier temps, il faut laisser aller au bout. J'ai cru comprendre que le président de la République et le gouvernement voulaient prioriser un vote à l'Assemblée nationale et pas un nouveau 49.3. Espérons que d'ici là, il y aura une majorité de projets, puisqu'au fond, il s'agit de ça pour l'instant, pour nous, les Républicains. On est dans des majorités de projets. Nous sommes dans l'opposition, mais nous sommes dans une opposition constructive qui fait que quand un texte est considéré par nous comme bon, on le vote. Donc nous en sommes là, et je pense que nous sommes dans le temps parlementaire, mais le référendum, je pense que le résultat ne ferait aucun doute. Merci beaucoup Alain Joyandet d'avoir été avec nous en direct cet après-midi sur BFM TV. Également dans l'actualité, cette marche blanche qui a eu lieu à Niort dans les Deux-Sèvres, organisée par le père de Kevin, en hommage à son fils dont le corps a été découvert le 3 mars dernier, un jour avant celui de sa compagne Leslie, le jeune couple qui avait été porté disparu fin novembre dernier. Chloé Giraud, vous êtes sur place pour BFM TV. La marche est désormais terminée. Chloé, il y a eu plusieurs moments forts, avec notamment bien sûr le père de Kevin, très ému en larmes, au moment notamment de déposer cette rose blanche dans le plan d'eau dans lequel avait l'habitude de pêcher son fils.
Oui, tout à fait. Ça a été le moment fort de cette marche blanche organisée par le père de Kevin Trompa lui-même. C'est important de le préciser parce que au cours de cette marche, nous n'avons pas rencontré de proches de Leslie Orelbeck. Ses parents n'avaient pas souhaité s'associer à cette marche et ni y prendre part. Le père de Kevin, lui, forcément, était en tête de cortège très ému. Un cortège d'environ 150 à 200 personnes composé de proches mais aussi d'anonymes qui ont entendu parler de ce qui était arrivé à Leslie et Kevin et qui ont été touchés par cela. Le père de Kevin, lui, s'est exprimé juste avant le début de la marche avec énormément d'émotion. Je vous propose de l'écouter, c'était avec Laura Champion. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. C'est insurmontable. Ils ont détruit des vies. Ils m'ont détruit ma vie. Je pourrais pas vivre sans mon fils. Cette marche blanche, elle s'est terminée ici sur cette passerelle du Moulin du Milieu où nous nous trouvons actuellement avec des jets de fleurs ici dans la Sèvre, à la fois du père de Kevin mais aussi de tous leurs proches et puis de toutes les personnes qui étaient présentes ici. Et enfin, la marche blanche s'est achevée par une prise de parole, celle de l'ancien entraîneur de boxe de Kevin Trompa qui s'est remémoré des souvenirs finalement avec celui qu'il considère comme son fils spirituel, le père de Kevin Trompa qui donc en dehors de cette prise de parole au tout début de la marche n'a pas repris la parole ensuite au cours de cet hommage. Merci beaucoup Chloé Giraud avec Laura Champion donc en direct de Niort donc pour ce moment fort en émotion auquel n'ont pas voulu être associés ni participer la famille de Leslie. Alexandra Gonzalez, on va faire également le point avec vous sur l'enquête. Où en est-elle actuellement? On a découvert les corps il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Où en est l'enquête? Alors il y a 3 hommes qui sont mis en examen et incarcérés pour l'instant dans ce dossier. 2 sont mis en examen pour assassinat. Il y a donc des soupçons forts de la part du parquet et des enquêteurs qu'il y ait eu préméditation pour tuer Leslie et Kevin, qui ont été retrouvés morts donc il y a quelques jours. Et un 3e homme qui est mis en examen, lui, pour enlèvement et séquestration. C'est chez lui que le couple devait passer la soirée, la nuit de leur disparition. Plusieurs pistes sont à l'étude. Il y a d'abord la piste d'un différend amoureux. Selon les proches de Leslie, Tom avait des sentiments pour Leslie, des sentiments qui n'étaient pas partagés par la jeune femme, qui était donc en couple avec Kevin. Et donc les enquêteurs, évidemment, essayent d'aller jusqu'au bout de cette piste, voir s'il pourrait y avoir quelque chose de ce côté-là. Il y a aussi le fait que Kevin pouvait être mêlé à des trafics de stupéfiants, ce qui était le cas de certains des 3 suspects. Et le soir de sa disparition, sa belle-mère lui avait remis de l'argent en liquide pour, selon lui, de l'achat d'une voiture d'occasion. Aucune trace n'a été retrouvée de ce côté-là. Néanmoins, sa belle-mère lui a remis plus de 10 000 euros en liquide ce soir-là. Et donc, les enquêteurs, là aussi, essaient de remonter le fil de cet argent qui n'a pas été retrouvé pour l'instant, savoir à quoi pouvait bien servir cet argent. Est-ce qu'un mobile crapuleux pourrait expliquer également la mort de Leslie et Kevin? Merci beaucoup, Alexandra. On précise que les obsèques de Leslie auront lieu le 18 mars, celle de Kevin le 16 mars. Farida Amir, vous êtes toujours avec nous, psychologue clinicienne. En quoi est-ce qu'une marche blanche pour une famille qui vient de perdre son enfant récemment est un moment important? Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'important parce qu'ils sont portés par le soutien collectif. Ça, c'est la première chose. Ça montre aussi que leur drame familial n'est pas juste un drame familial, mais un drame porté par d'autres personnes, par un village, une ville, une communauté entière. Et ça, c'est précieux parce que ça valorise, entre guillemets, le mot est peut-être mal choisi, l'intensité de la souffrance, de la détresse, surtout vu le contexte. Kevin a été porté disparu depuis le mois de novembre. Là, on apprend qu'il a été tué, etc. Donc, on voit bien que c'est extrêmement compliqué. Donc, pour les parents, c'est précieux d'avoir ce soutien et de montrer. Parce que, comme je disais tout à l'heure également, les personnes qui vont sur les marches blanches, elles y vont aussi par empathie et par identification. Parce qu'à un moment donné, on peut se retrouver parents, frères, sœurs, amis de quelqu'un qui a subi le même sort que Kevin. Donc, ça a une valeur humaine et empathique très importante.
Merci beaucoup Farida Amiour de nous avoir éclairé sur cette situation. Et donc, on vous le rappelle, cette marche blanche qui est terminée cet après-midi en hommage au jeune Kevin, dont le corps a été retrouvé il y a un peu plus d'une semaine maintenant avec celui de sa compagne Leslie. On en vient à l'actualité maintenant en Ukraine, à l'étranger. L'armée ukrainienne qui prépare une contre-offensive à Bakhmout, dans l'est du pays. Sur place, les forces russes gagnent du terrain. Il y a de lourdes pertes de chaque côté. Regardez cette séquence, c'est une vidéo d'évacuation des blessés ukrainiens de Bakhmout postée ce matin par un bataillon de la défense territoriale ukrainienne. On va rejoindre Boris Karlamov qui est en Ukraine pour BFM TV, notre reporter. Boris, est-ce que l'Ukraine envisage la prise de Bakhmout? On sait que les combats sont très intenses sur place. Eh bien, malgré les nombreuses difficultés, l'armée ukrainienne continue aujourd'hui à défendre cette ville de l'Est du pays avec un objectif, celui de gagner du temps avant de lancer une contre-offensive. Les Russes, ils continuent à progresser. Ils se trouvent désormais bien à la lisière des premiers immeubles au nord de Bakhmout, mais il n'y a pas à ce stade d'encerclement total de Bakhmout par les Russes. La ville, elle reste sous contrôle ukrainien. La milice paramilitaire Wagner affirme bien que cette troupe ne se trouve qu'à 1,2 km du centre-ville. Les pertes, elles se comptent par milliers, tant du côté russe que du côté ukrainien. Et puis la ville, elle est surtout détruite à hauteur de 60%. Voilà ce que nous annoncent les autorités locales. Une ville qui est aujourd'hui davantage symbolique que stratégique. Pour la Russie, Bakhmout est une occasion de déclarer la victoire et puis surtout de compenser les nombreux revers de l'an passé. Et puis côté ukrainien, depuis maintenant 7 mois, Bakhmout est un symbole de la résistance héroïque. Kiev qui affirme que les combats prolongés aux alentours de Bakhmout ont permis d'immobiliser les nombreuses troupes russes, empêchant ainsi Moscou de mener de nouvelles offensives ailleurs dans le pays. Il faut savoir que les combats pour cette ville de l'Est de l'Ukraine mobilisent les meilleurs éléments des forces armées russes. À titre de comparaison, au mois de janvier dernier, la ville de Soledar qui se trouve à proximité de Bakhmout est déjà tombée aux mains des Russes. Merci beaucoup Boris Karlamov en direct donc de l'Ukraine, de Bakhmout, de Kiev pardon. Vous êtes sur place avec Théo Touché. Restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur l'arrestation la mise en examen de Pierre Palmade. Est-ce qu'il risque la prison pour le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne? Ligne Rouge a enquêté sur toutes ces personnalités médiatiques qui ont connu elles aussi l'épreuve de la prison. VIP, leur vie en prison, c'est à suivre dans un instant. On se retrouve juste après une courte pause.